Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une vidéo sur l'histoire d'un ou d'une actrice. Désolé, j'ai pris goût au true crime, mais je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo sur l'un des meilleurs acteurs de la planète, toute génération confondue, et je pèse mes mots, et il se trouve que comme par hasard, il est aussi un de mes acteurs préférés, ce qui tombe parfaitement bien. Et je me suis rendu compte en écrivant cette vidéo que je ne sais même pas comment je pourrais vous expliquer sa façon de jouer, comment je pourrais vous la décrire sans paraître soit trop pompeux, soit sans avoir l'air de me foutre de sa gueule, parce que quand il joue, c'est le meilleur acteur quand il s'agit d'en faire et d'en dire le moins possible. Et malgré ça, ou plutôt grâce à ça, il nous transporte. En fait, il est ce qui se rapproche le plus d'un chirurgien, ou plutôt d'un sniper en termes d'acting. Si je devais vraiment vous le décrire, comment je ferais? Je pense que je vous dirais que c'est ce genre de mec qui passe par hasard devant une salle de classe remplie de grosses têtes qui s'arrachent les cheveux sur un problème mathématique non résolu depuis des décennies, qui rentre dans la pièce, curieux, avec des écouteurs sur les oreilles, et qui, du coin de l'œil, en retirant une oreillette, leur dit « Vous devriez essayer d'appliquer une décomposition spectrale de l'opérateur différentiel linéaire auto-adjoint défini sur l'espace de Hilbert pour réussir à résoudre l'équation analytique vectorielle que vous avez là. » Et qui finit par « Je sais pas si c'est la solution, mais j'espère que ça aura pu vous aider. » Pour ensuite finir par rentrer chez lui, faire des mots croisés et jouer avec ses enfants sans même se rendre compte qu'il vient de bouleverser le cours de l'histoire. D'ailleurs, en parlant d'histoire, merci à MyHeritage de me soutenir pour cette vidéo, une fois de plus. Si vous souhaitez en découvrir plus sur votre histoire, vos ancêtres et d'où vous venez, c'est le site numéro 1. Et en plus, vous n'avez besoin de rien. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais je savais pas vraiment comment m'y prendre, ou où est-ce que je devais regarder ou chercher, et surtout que je ne connais qu'un seul côté de ma famille, celui de ma mère. Et pourtant, rien qu'avec ça, j'ai réussi à remonter jusqu'en 1643 grâce à plus de 19 milliards de documents numérisés que tu peux consulter en direct. Je trouve que c'est trop satisfaisant d'aller fouiller dans son passé. Le top, c'est que tu n'as quasiment rien à faire. C'est super facile, tu peux découvrir les métiers que tes ancêtres faisaient, ça te permet de découvrir quel type de vie ils menaient. Moi, apparemment, je suis issu d'une famille d'agriculteurs, mais pas que. J'ai aussi appris que j'avais de la famille au Québec et qu'ils ont migré jusqu'en France entre 1600 et 1800, que j'ai des origines anglaises et espagnoles, et même qu'un de mes arrière-arrière-grands-pères avait son nom cité dans un journal du Maine aux États-Unis. Je trouve ça fou. Mais j'ai un problème. Je suis devenu addict. J'aime trop retourner sur le site et découvrir plein de nouvelles connexions et d'informations, comme par exemple qu'un de mes arrière-arrière-grands-pères avait été fait prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus, avec l'outil Instant Discovery, vous retrouverez régulièrement plein d'autres correspondances sans avoir rien à faire. Vous pourrez aussi utiliser plein d'autres choses comme la colorisation de vos vieilles photos de famille, et vous pourrez même les animer. C'est hyper complet et facile, ça se fait en quelques secondes, c'est hyper satisfaisant. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais si vous êtes un peu curieux, je suis sûr que ça vous plaira. Et en plus, grâce au lien que je vous mets dans la description, vous avez 14 jours d'essai gratuit avec toutes les fonctionnalités que je vous ai citées, donc allez faire un tour. Le lien se trouve en dessous. Et merci à MyHeritage de soutenir cette vidéo. Quant à nous, bienvenue dans la vie de Denzel Washington. Denzel Hayes Washington Jr. Il est né en 1954 à Mount Vermont, dans l'État de New York au nord-est des États-Unis, dans un quartier pas dingue. Son père s'appelait lui aussi Denzel Washington, mais senior du coup, et il était pasteur pour l'église évangélique pentecôtiste et employé pour le service des eaux de la ville de New York. Quant à sa mère, Lennis, elle était esthéticienne et elle tenait son propre salon de beauté. Ils roulent pas sur l'or. Ils roulent pas sur l'or, mais ils sont pas précaires non plus. En apparence, tout va bien à la maison, c'est la religion et la discipline qui priment. Son père lui inculque les valeurs du travail et du respect, ce qui va devenir de plus en plus difficile en réalité à vivre pour Denzel fils parce que, avec l'adolescence qui pointe le bout de son nez, ça va créer des tensions. Mais en soi, rien de bien différent de la plupart des ados de son âge. Okay, alors il va à l'école
Pennington Grimes de New York jusqu'à l'âge de 14 ans, âge auquel il va devoir faire face au divorce de ses parents. Ce qui va évidemment lui mettre un coup. Pourtant, c'est un bon garçon, c'est un bon garçon, mais ça, plus l'adolescence, plus l'envie de s'émanciper, de tester ses limites, etc., ça devient compliqué pour sa mère qui l'élève dorénavant seul et qui, en plus de ça, le voit changer. Elle le voit prendre une mauvaise pente, entraînant avec les mauvaises personnes des jeunes du Bronx de New York et donc flirter avec la délinquance. Du coup, sa mère, qui évidemment l'aime énormément, et qui veut pas que son fils finisse à la rue ou allongé sur le sol pour une poignée de dollars comme beaucoup de gamins de son âge, décide de l'envoyer dans une école privée. Mais pas n'importe laquelle, un internat militaire, la Oakland Military Academy. Elle veut vraiment le remettre sur le droit chemin et elle va réussir à un point qu'elle n'imagine même pas. Cette école pour Denzel, ça va être un choc. Ça va être un choc, pas seulement pour le côté militaire, parce qu'à la maison c'était quand même strict, etc. Mais lui, il a grandi uniquement avec des personnes noires, au sein d'une communauté noire, avec des modèles noirs comme Martin Luther King et Malcolm X. Et là, il se retrouve quasiment uniquement entouré de blancs. Il ne le sait pas encore, mais ce que sa mère vient de faire pour lui va avoir un impact colossal sur sa vie. Quand je dis ça, c'est pas uniquement parce qu'il va rencontrer des blancs, etc. C'est juste qu'en fait, surtout, ça va lui permettre de jouer avec les règles et dans l'environnement des gens qui réussissent majoritairement à l'époque dans la société. Ça va aussi bouleverser ses a priori, toutes ces choses qu'il a entendues toute son enfance, comme quoi tous les blancs sont racistes et mauvais. Et surtout, il se rend compte qu'il a une chance que n'ont pas ses anciens amis du Bronx et qu'il n'aurait pas eu sans l'intervention de sa maman. Cette chance, c'est celle de changer son destin. Bon, vu les talents d'acteur de Denzel, on pourrait se dire que c'est ce qu'il voulait faire depuis le début. Tu peux pas devenir un des plus grands acteurs de la planète si t'es pas guidé par un rêve de gosse et que c'est pas ta passion ultime. Bah vous savez quoi, c'est horrible pour toutes les personnes qui ont un rêve et qui se battent au quotidien et qui n'y arrivent jamais à les réaliser. Mais si, lui, depuis son entrée à l'internat jusqu'à son arrivée à l'université, sa seule ambition c'est de devenir docteur ou avocat. Et pas par vocation ou par conviction, mais parce que c'est ce qui résonne le plus comme un métier, comme des métiers qui sont signes de réussite sociale. Et avec un père pasteur et une mère qui se sacrifie pour le sortir de la rue, il se dit qu'il n'a pas vraiment le choix et qu'il veut pas décevoir sa maman. You always wanted to be an actor? No, actually, I started off as interesting because I play a doctor on St. Elsewhere. I started off in medicine, well, pre-med in college. Did you? Studied biology and... what drove you out of the classes? Biology. It was interesting, but it wasn't quite me. Alors il va aussi s'essayer au journalisme, mais là non plus, ça lui parle pas plus que ça. And I went from biology, I went into journalism. Et c'est seulement quand il va essayer et commencer à prendre des cours de théâtre qu'il va avoir la révélation. And we put on a talent show for the children. And I did some songs and things, and someone said, you know, you're a real natural on stage. You should be an actor. Ding. Click. Tout de suite, il sait que c'est ça qu'il veut faire, instantanément. Donc, il va côtoyer plusieurs universités d'art dramatique et s'essayer à la scène le plus souvent possible et postuler dans des pièces de théâtre avec comme objectif, un jour, de jouer à Broadway. Voilà. Et il va réussir, mais pas tout de suite. En attendant, il ne le sait pas encore, il s'en doute pas une seule seconde, mais il n'a pas besoin de ça pour percer. En 1981, il va incarner Malcolm X sur scène avec brio, sans savoir qu'il remettra ça des années plus tard au cinéma. Mais en attendant, il va recevoir un Odelco Awards. Qu'est-ce que c'est qu'un Odelco Awards ? C'est un prix qui lui est remis justement pour ce rôle de Malcolm X, un prix qui paye pas de mine comme ça, mais qui à l'époque est distribué par un comité de soutien des arts du spectacle dans la communauté noire. C'est très important pour lui. Très très important pour lui et pour sa carrière, et c'est ce rôle justement de Malcolm X qui va attirer les regards sur lui à l'époque. Et évidemment, galvanisé par les gens qui l'encouragent et le félicitent pour son talent, il déménage à New York pour vivre son rêve. Une fois là-bas, il va auditionner. Encore et auditionner. Et il va commencer par des petites apparitions sans importance dans des films, des téléfilms, etc., etc. Mais son premier vrai rôle, à l'époque, c'est Carbon Copy qui lui offre en 1981 et c'est un rôle déjà très important où il découvre que son père est un homme d'affaires blanc. Hi, Daddy. Suivi par la série Hôpital Saint-Elsewhere où il incarne un docteur. Et ça n'a l'air de rien, dit comme ça, mais ces deux rôles pour l'époque, c'est du jamais vu.
Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre qu'en 1980, aux États-Unis, le pays sort de plusieurs décennies d'affrontements liés aux violences policières contre les Noirs et qu'on n'est pas du tout habitué à voir un Noir apparaître aux côtés d'acteurs blancs, sauf quand il faut jouer le rôle d'un délinquant ou d'un prisonnier, alors quand lui, il arrive à l'écran en fils de riche blanc et en docteur, il casse tous les codes. Ça pourrait paraître anodin comme choix de film pour Denzel, mais ça l'est pas du tout, vous allez voir. Je vous ai dit au début qu'il a grandi avec des figures comme Malcolm X et Martin Luther King, qu'il a vu mourir assassiné, mais qui lui ont surtout donné l'envie de se battre lui aussi pour l'égalité, et c'est comme ça qu'il compte s'y prendre. Donc durant toute sa carrière, vous verrez qu'il va jongler entre des rôles qui racontent l'histoire oubliée des Noirs que les Blancs ne racontent pas au cinéma, et les rôles où sa couleur de peau n'a aucune importance, mais qu'on aurait quand même donné à des Blancs la plupart du temps, et même pas forcément par racisme, mais parce que si je vous dis à cette époque que j'ai besoin d'un acteur pour incarner un prince noble nommé Don Pablo, vous allez soit penser à un latino, soit à quelqu'un de clair de peau, ou à un blanc dans un premier temps. Mais ça, c'est sans compter les talents de Denzel Washington. Et donc 3 ans plus tard, dans la continuité de ses idées et de ses convictions, il joue dans Le Cri de la Liberté, un des films les plus importants de sa carrière. Je sais que je dis ça à chaque film, mais c'est vrai. Dans lequel il incarne un leader de la résistance noire sud-africaine à l'époque de l'apartheid. Rôle pour lequel il sera pour la première fois nominé aux Oscars, ce qui est déjà extrêmement rare à l'époque. Mais surtout, il joue dans Glory, qui met en avant l'histoire cachée d'un bataillon de soldats noirs durant la guerre de sécession, et il va absolument tout casser juste avec cette scène. Elle est incroyable cette scène. Elle est incroyable pour tout, pour sa réalisation, pour le message que ça envoie. Parce que tous les deux n'ont pas envie d'être là, ils n'ont pas envie de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils préféreraient être amis, mais ils peuvent pas. Parce qu'ils sont noirs et blancs. Et à l'époque, c'est compliqué. Et en plus de ça, tu viens ajouter le talent de Denzel Washington et ses larmes qui coulent, qui n'étaient pas prévues. Il a décidé d'ajouter ça. Il a réussi à intégrer ça. Et là, tout le monde se rend compte du niveau du mec. La scène est tellement juste et émouvante qu'elle va ouvrir les yeux de nombreuses personnes au sujet de la cruauté et de l'injustice qu'ont subi les personnes noires à cette époque et durant cette guerre. Et cerise sur le gâteau, grâce à cette performance, il va recevoir son premier Oscar, celui du meilleur second rôle. Il a enfin vraiment un pied dans le cinéma. On est dans les années 90, une période charnière et très importante pour la culture afro-américaine qui se trouve petit à petit une place à la télévision et à la radio. Le mouvement rap explose et les séries exclusivement composées d'acteurs et d'actrices noirs comme le Cosby Show et le Prince de Bel-Air cartonnent. Et c'est à cette époque que Denzel va faire une rencontre qui va changer sa vie et croiser la route d'un certain Spike Lee. Énorme réalisateur afro-américain, surtout connu à l'époque au sein de sa propre communauté, très engagé autour de l'histoire et des problèmes sociaux des minorités noires. Leur parcours va évidemment les rapprocher et ils commencent à travailler un peu ensemble pour prendre la température. Ils prennent la température et le courant passe tellement bien entre eux que Spike Lee se dit que Denzel est probablement la pièce manquante qu'il cherchait depuis des années pour un film qu'il rêve de réaliser, le film biographique de Malcolm X. On y revient, je vous l'avais dit. La figure emblématique de leur histoire commune est celle des États-Unis d'Amérique moderne. Alors ils s'y mettent et Denzel, qui fait jamais les choses à moitié, motivé et passionné par ce rôle, va choisir d'apprendre toute l'histoire du personnage, toute l'histoire de Malcolm X, d'apprendre également à parler l'arabe pour pouvoir lire le Coran et se mettre dans la peau du leader afro-américain qui s'était converti à l'islam. Et 1 an plus tard, le tournage commence. Ils vont évidemment rencontrer quelques problèmes. Le film, qui doit durer 3 heures, coûte plus cher que prévu. Du coup, Spike Lee va demander à des célébrités comme Oprah Winfrey de l'aider à financer pour pouvoir le finir. Et à nouveau, 1 an plus tard, en 1992, le film sort et c'est un carton. D'une part parce que l'histoire du gars est folle, mais aussi parce que le film renvoie l'Amérique à ses propres erreurs. Et qu'au moment de la sortie du film, le pays est une fois de plus marqué par les violences policières et les émeutes liées au tabassage du chauffeur de taxi Rodney King. Ça, plus la performance de Denzel, en font un des plus grands films des années 90. Le truc, c'est qu'après ce rôle, il doit faire gaffe.
Il est conscient que jouer un personnage aussi emblématique, c'est une force, ouais, mais ça pourrait aussi lui coller cette étiquette sur le front du « je ne joue plus que des rôles de personnages noirs importants » qu'il n'a pas envie d'avoir. Du coup, il va décider de s'éloigner un peu des rôles qui voudraient qu'il incarne soit un militant de la cause, soit un personnage de banlieue ou tout autre rôle qu'il ramènerait à sa couleur de peau. Alors que lui, depuis toujours, son ambition, elle est simple. Dénoncer, mais aussi et surtout normaliser le fait de voir des gens noirs à l'écran. Son message est légitime et simple. Okay. Avant tout, je suis un homme, puis un acteur, puis un mari, puis un père de famille, puis un fils, etc., etc. Et il se trouve que je suis noir, en effet. Lui, tout ce qu'il souhaite, c'est que les Blancs et surtout les Noirs qui regardent ces films puissent comprendre qu'il est possible de devenir médecin, policier, journaliste, avocat, etc., etc., et de s'élever dans la société sans que ce soit juste de la fiction. Son but à l'époque, c'est exactement ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la série House of the Dragon, où la couleur de peau des Valérians n'est qu'un détail esthétique. Les personnages sont riches, puissants, ils chevauchent des dragons et en dernier lieu, il se trouve qu'ils sont noirs. Mais ça n'a aucun impact sur leur personnalité. C'est même, il me semble, jamais mentionné dans la série si je me trompe pas. Et ça n'a surtout aucun impact sociétal. Donc, il veut pas de cette étiquette et pour ça, il refuse la biographie de Martin Luther King alors que ça aurait pu être sûrement un rôle parfait pour lui. Il le sait que c'est un énorme rôle, mais c'est trop risqué. Donc, il va plutôt incarner Joe Miller, un avocat new-yorkais qui doit défendre un confrère homosexuel licencié après avoir contracté le virus du sida. Pourtant, une fois de plus, le film va faire énormément de bruit parce qu'à l'époque, l'homosexualité, c'est même pas que c'est tabou, c'est que c'est la honte. Ok, le terme LGBT n'existe même pas. À l'époque, les lesbiennes sont fantasmées mais ne s'affichent pas. Et les gays, personne ne veut en entendre parler. Et le film le montre très bien. D'ailleurs, si vous êtes sensible à l'homophobie, sachez que le film est très dur à ce niveau-là. Il y a beaucoup de répliques très choquantes aujourd'hui avec des insultes et des clichés violents, donc préservez-vous si vous en avez besoin. Mais en vrai, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça montre qu'on a bien évolué quand même. Bon, il y a encore des choses à régler, évidemment. Ça, on ne dira jamais assez, mais on a quand même vachement avancé. Toujours est-il qu'encore une fois, il joue volontairement des rôles qui soulèvent les problèmes auxquels la société fait face et il se place comme étant un acteur incontournable, une personnalité engagée qui n'a peur de rien. Et à l'époque d'ailleurs, certains lui reprochent de chercher les rôles qui dérangent, les rôles qui font réfléchir sur les symptômes de la société, comme par exemple dans Hurricane Carter. Qui est tiré d'une histoire vraie, l'histoire d'un boxeur américain qui s'est fait piéger par un flic et qui a passé plus de 30 ans en prison à tort. Et encore une fois, c'est mettre en valeur tous les problèmes auxquels fait face l'Amérique depuis des décennies et encore aujourd'hui. Le problème, c'est qu'en cherchant uniquement ce genre de film qui porte un message ou qui dénonce, il va se fermer pas mal de portes et passer à côté de rôles qu'il va regretter encore aujourd'hui, comme en 1994 quand on lui propose de partager l'affiche avec Morgan Freeman dans Seven, film incroyable qu'il va refuser parce que ça dénonce pas grand chose, mais aussi parce qu'il trouvait que le scénario était trop satanique pour un chrétien comme lui. Sauf qu'une fois le film sorti, il se rend compte, après le succès colossal de Seven, que peut-être il devrait élargir son catalogue. Alors quand on arrive dans les années 2000, le cinéma a beaucoup évolué, l'industrie et la société de manière générale aussi, mais surtout les films d'action sont à la mode. Du coup, lui, ok, son jeu de base est assez minimaliste, tout passe par le regard et l'attitude, mais il veut aussi montrer à tout le monde qu'il peut jouer avec du punch et de la rage, des personnages expressifs pour un cinéma plus moderne. Résultat, il envoie une performance de dingue, encore incroyable aujourd'hui, qui va le propulser au rang de star mondiale et de référence cinématographique. Bienvenue dans Training Day. Ce film va résonner auprès de toute une génération parce que le personnage est stylé, les musiques sont stylées, les caisses sont vraiment stylées. Bref, la tenue, les dialogues, tout est canon. Ah, quand on veut que les choses soient bien faites, il faut les faire soi-même. Ce film va devenir cultissime, comme je vous ai dit, et si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, ça n'a pas vieilli. Pourtant, c'est l'histoire classique d'un flic corrompu, imbu de lui-même qui se croit tout permis et qui va tenter de former un petit nouveau à la corruption, mais force est de constater qu'avec les bons acteurs, un film peut basculer de génial à ouais, bof. Vous croyez pouvoir me faire ça à moi ? Bref, le film marche tellement bien et Denzel est tellement fort qu'il obtient en 2002 l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle et qu'il devient
Le premier homme noir depuis plus de 40 ans à tenir cette statuette dorée que beaucoup convoitent. Et je me rends compte, là, que je vous ai pas parlé de John Q. Et en même temps, si je vous en parle, vous allez chialer. Donc si jamais vous avez envie de voir ce film incroyable et que vous voulez chialer à la fin, allez-y, ok, faites-moi confiance. Bref, à l'époque il est incontournable, c'est le mec que tous les réalisateurs veulent, que ce soit pour mettre en avant la culture afro-américaine, leur code, le racisme ambiant au passé, ou juste raconter une belle histoire. Out of Time, Inside Man, Man on Fire, toujours avec Spike Lee, tous ces films sont bons, mais en 2006, il rencontre Ridley Scott. Énorme réalisateur Ridley Scott. Hannibal, Gladiator, Alien, Blade Runner, je vous cite même pas les meilleurs, ok, mais les plus connus. Et à eux deux, lui et Denzel, ils vont donner naissance à un de mes films préférés. Je sais même pas pourquoi j'aime ce film. Je sais même pas. Peut-être parce que c'est l'histoire d'un gangster au grand cœur, avec des valeurs familiales infaillibles, qui se retrouve confronté à un flic qui, lui, préfère sacrifier sa famille pour faire respecter la loi. Je sais pas, ça donne un contraste incroyable entre les deux. J'en ai aucune idée. Mais le film est fou. Il est trop fort, même si, évidemment, les costumes et les décors jouent énormément dans le succès du film. Ça joue énormément, ok, ça aussi c'est incroyable. Mais Denzel, pour moi, reste le meilleur quand il s'agit d'incarner la force tranquille, le tueur éthique, calme, celui qui regrette de devoir choisir d'être violent. Ce film en réalité va lui donner le goût des scénarios moins subtils, mais des rôles plus forts. On sent qu'il a plus besoin de prouver quoi que ce soit, ok ? Il a plus besoin de prouver qu'il sait jouer, il se contente juste de jouer comme il sait le faire, et ça marche à chaque fois, même quand le film est moyen, la performance de Denzel est excellente. Il a atteint un tel niveau de popularité que le président Barack Obama l'appelle. T'imagines le niveau qu'il faut atteindre dans ton domaine ou dans ta discipline pour qu'un président de la République t'appelle et te demande de faire des discours pour sa campagne. Même si oui, je sais, vous allez me dire c'est de la politique, il avait besoin de lui pour récupérer des voix. Oui, mais il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Mais il a pris Denzel. Il a pris Denzel parce qu'il est bon, parce qu'il a toujours joué des rôles cohérents, qui vont dans le sens de sa politique et surtout parce qu'ils se ressemblent. Toute sa vie, Denzel s'est impliqué partout, principalement auprès de la communauté noire américaine, parce qu'il était conscient que sans figure de réussite et sans aide, beaucoup de jeunes n'auraient pas la chance qu'il a eue lui à l'époque quand sa mère l'a sorti des quartiers pauvres et de la délinquance. Et que c'est cette aide qui l'a mené exactement là où il est aujourd'hui. À jouer dans des films pour des rôles qu'il apprécie, à faire des discours pour le président de la République, et dans son quotidien aussi, ça se voit, au point de devenir lui-même un modèle sans même s'en rendre compte. Bref, pour en revenir au cinéma, je sais pas comment expliquer ça, ça pourrait sembler péjoratif, mais je trouve qu'il est le meilleur quand il s'agit de jouer très peu. Okay, c'est l'inverse du surjeu. Moins il est expressif, plus il est juste. Okay, il n'a pas besoin de s'énerver pour montrer qu'il est énervé ou de pleurer pour jouer la tristesse. Tout se passe dans son regard. Okay, c'est fou de transmettre autant d'émotions ou aussi peu d'émotions dans un regard. Ça, c'est un talent qui, pour moi, n'existe nulle part ailleurs. Okay, c'est vraiment l'opposé de Leonardo DiCaprio et pourtant, il est aussi fort. Ils sont aussi forts l'un que l'autre. Ok, je les aime autant l'un que l'autre. Je ne saurais pas choisir qui est le meilleur parce que ils jouent pas du tout de la même façon. Dans Flight, par exemple, il incarne un pilote de ligne qui va réussir à sauver tous les passagers de son vol suite à un problème technique. Sauf que la compagnie va se retourner contre lui quand elle va se rendre compte qu'il est alcoolique et qu'il est alcoolisé sur chacun de ses vols. Et normalement, un pilote qui boit avant de monter dans un avion, t'as juste envie de l'insulter. Mais il est tellement fort qu'il arrive à nous faire ressentir de l'empathie pour lui. Et ça, il n'y a que lui qui peut le faire. Je me rends compte depuis tout à l'heure que je vous parle que de sa vie professionnelle et pas de sa vie privée. Je parle pas de scandale, je parle pas de petites copines, de divorce, etc. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien à dire sur le sujet. Denzel, c'est un homme marié, fidèle, avec 4 enfants, qui va à l'église et il n'y a aucun scandale autour de lui parce que une fois les tournages et les émissions de télé terminées, il rentre chez lui et rien. Il vit comme vous et moi, il va faire des courses, il lance des machines de linge sale, il fait à manger, il écoute de la musique, bref, vous n'aurez pas de drama dans cette vidéo, désolé de vous le dire aussi tard, mais c'est comme ça. Et au passage, ça fait du bien, ok ? Désolé si je le complimente trop, mais pour moi, il fait partie, comme DiCaprio, de ces acteurs qui me donnent envie de regarder un film et qui me font apprécier un film, même si il est mauvais.
ok. Même si le film est naze, je sais que la performance de Denzel Washington va me faire kiffer. Je pourrais ne regarder que les passages de Denzel sans même rien comprendre à l'histoire, que ça m'irait quand même, en vrai. C'est d'ailleurs pour ça que je vais sûrement me faire des ennemis maintenant, mais pour moi, Equalizer écrase 100 fois la saga John Wick. 100 fois. J'aime bien Keanu Reeves, mais je trouve que John Wick est fade à côté de Monsieur McCall. Voilà, c'est dit, ok. John Wick, tu comprends tout de suite qui il est, il n'y a pas de surprise. Il est riche, stylé, il s'habille comme un tueur à gages. On te montre tout de suite qu'il a toujours fait ça toute sa vie. Monsieur McCall, il n'y a rien de tout ça, ok. Il n'y a rien qui nous dit qu'il est fort à part son regard, ses petits tocs et les moments où il pète la gueule des méchants qui voient juste un péon bedonnant arriver, ok. Le mec ressemble à un prof de techno. Il est calme, juste, respectueux, il fait les choses pour les autres et pas par vengeance personnelle. Non, il n'y a pas débat, désolé, ok. D'ailleurs, son rôle dans Equalizer est celui qui, à mon sens, lui ressemble le plus dans la vraie vie. Mais si ça se trouve, je me trompe, ok. Ça se trouve, il n'est pas du tout comme ça, ok. Quoi qu'il en soit, en 2016, il revient un peu aux fondamentaux et il décide surtout de s'essayer à la réalisation avec le film Fences, tiré d'une pièce de théâtre du même nom, dans laquelle il a joué 6 ans plus tôt. L'histoire d'un homme de 50 ans dans les années 30 coincé dans ses certitudes et qui n'arrive pas à évoluer avec son temps, et donc qui reproche à son fils de vouloir vivre de sa passion, un rêve que lui n'a jamais pu réussir à atteindre. Il se retrouve donc derrière et devant la caméra parce qu'il aime trop jouer, et ça marche. Ça marche. Le film reçoit plusieurs nominations, et l'actrice Viola Davis, qui partage l'affiche avec lui, est oscarisée après avoir livré une performance qu'on pourrait dire d'incroyable. Et je dois être honnête avec vous, j'avais jamais entendu parler du film avant d'écrire la vidéo. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il n'y avait pas vraiment eu de promo, peut-être parce que les gens n'y croyaient pas, peut-être parce que c'est Denzel Washington qui réalise, mais j'ai vraiment aimé parce que ça appuie sur des mécanismes qu'on a tous vécu, ok, le choc des générations. Si vous avez eu des parents et des proches qui n'ont jamais compris vos rêves ou vos choix, ça va forcément vous parler un tout petit peu. Anecdote, parce que j'y pense là, mais Denzel, c'est aussi un mec qui donne, parfois de son temps, mais aussi de son argent. Il va faire plusieurs grosses donations pour aider les vétérans ou son église évangéliste, par exemple, mais aussi pour payer les frais de scolarité de certains étudiants. Le truc, c'est que quand tu finances des études, tu choisis pas de qui. Donc, il donne sans savoir ce que les jeunes qu'il a aidés vont devenir, ce qui rend le truc encore plus bienveillant. Et là où l'histoire est belle parce qu'elle rend la monnaie de sa pièce à la personne qui a choisi de faire le bien autour d'elle, c'est qu'un jour, Chadwick Boseman, l'acteur de Black Panther, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, va apprendre à Denzel Washington et à la planète entière que c'est lui qui a payé ses études et fait en sorte qu'il puisse devenir l'acteur et la star qu'il est aujourd'hui, et que sans lui, le film Black Panther n'aurait jamais existé tel qu'il est, sans cette donation complètement désintéressée. J'aime trop cette anecdote, j'aime bien. Bon, sinon on est en 2018 et sort Equalizer 2 parce que le premier a cartonné, et une affaire de détail dont j'avais encore une fois jamais entendu parler avant d'écrire la vidéo, mais que j'ai quand même kiffé, et sorti de nulle part, un ovni, je sais pas comment décrire ce film, ok, La tragédie de Macbeth, un film adapté de William Shakespeare, et le film est incroyable. Pas parce qu'il y a Denzel, ok, même si je l'adore, c'est pas le truc le plus incroyable dans ce film, mais parce que la réalisation et les images sont incroyables. Regardez-moi ces plans de fou là. Regardez-moi comment c'est joli. C'est un des rares films avec Denzel Washington où, si c'est pas Denzel Washington, le film est quand même incroyable. Bref, pour en revenir à Monsieur Washington, son dernier gros film c'est Equalizer 3 et très bientôt Gladiator 2 qui sort cette année si vous regardez cette vidéo en 2024. Mais le plus fou, c'est qu'il a 70 ans. 70 ans et le mec ne s'arrête toujours pas. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'avec l'âge, les réalisateurs deviennent plus frileux et moins de rôles s'offrent à toi. Donc, j'espère que ça sera pas le cas. J'espère que ça sera pas son cas. J'espère qu'il va continuer de nous sortir des chefs-d'œuvre à nouveau, des scènes incroyables. S'il pouvait juste nous sortir une scène à couper le souffle qui nous fait totalement oublier qu'on est dans un film, ça me va. D'ailleurs, parfois la limite est tellement fine entre qui il est dans les films et qui il est dans la vraie vie qu'on se retrouve avec des vidéos amateurs comme celle-ci, où
On l'aperçoit. Ah, il est dans la rue en train de faire l'intermédiaire entre la police et un homme noir avec un comportement suspect et qui ne veut pas se rendre. Il aurait pu passer son chemin, ok, ne prendre aucun risque et détourner le regard comme le font 99% des gens par peur, par flemme ou parce que c'est pas leurs affaires mais pas lui. Il va calmer le jeu, expliquer à l'homme que la police veut juste s'assurer qu'il n'est pas armé et au final l'homme va accepter et repartir libre. Pourtant, il pèse des millions, il a une femme et 4 enfants, il a tout à perdre à se mettre entre la police et ce gars, mais il le fait. Ça aurait pu être un rôle qu'on lui aurait proposé, ok, il a déjà joué des rôles de négociateur dans l'attaque du métro 123, par exemple, sauf que c'est pas du cinéma. Et c'est ça que j'aime chez lui presque autant que son jeu, parce que un bon acteur qui se comporte comme un fils de pute une fois les caméras éteintes, perso ça m'intéresse pas, ok. Je ne sépare pas l'homme de l'artiste. Et c'est sûrement ça. C'est sûrement ce petit truc qui fait que je le trouve incroyable. Lui qui a vécu à une époque charnière où le racisme était encore très institutionnalisé et très libéré, il a jamais rien lâché. Il s'est jamais plaint de rien, il s'est trouvé aucune excuse. Sa mère l'a aidé et à son tour, il décide d'aider ceux qui en ont besoin. Quand on lui demande ce qu'il en pense et ce qu'il pense des inégalités, sa réponse est à l'image de son parcours. Il dit oui, le racisme et les inégalités existent et alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? On abandonne ? Quand on cherche des excuses, on en trouve, c'est pas une vie. Faites de votre mieux et voilà. Et je trouve qu'il a fait de son mieux et que son mieux est incroyablement bon. Voilà, cette histoire s'achève ici. Merci pour l'accueil que vous faites à chaque vidéo alors que je jongle entre 2 types de formats. Merci beaucoup. Merci aussi à MyHeritage pour le soutien. Je vous rappelle que le lien pour les 14 jours d'essai gratuit se trouve en description. Faites-vous plaisir, c'est vraiment cool à faire et très rapide. Et nous, on se retrouve très vite. Promis. Ciao.